cendres au Japon, séisme meurtrier aux Philippines, tornade dévastatrice en Europe, rare séisme de grande profondeur en Italie. Que s'est-il passé sur la planète la semaine dernière? On fait le point dans cet épisode. Icalif. Au cours de la première semaine de juin, après une chaleur record, un front froid a traversé l'Italie, provoquant une série de phénomènes météorologiques violents, parfois extrêmes, du nord jusqu'au centre du pays. Le 2 juin, de violents orages se sont abattus sur la région du Piémont. Par endroits, les rafales de vent dépassaient les 100 km/h. La tempête a renversé des arbres, arraché des toitures, brisé des fenêtres et provoqué des coupures d'électricité. La tempête a également endommagé la ligne ferroviaire Turin-Germagnano, entraînant une interruption temporaire du trafic ferroviaire. Le 3 juin, les orages ont atteint la région des Marches, sur la côte adriatique. Dans la province de Macerata, on a observé de rares nuages mammatus, signe d'une forte instabilité atmosphérique. Dans la région de San Paolo di Gesi, en quelques minutes, la grêle de la taille d'un œuf de poule a recouvert le sol, endommageant voitures, maisons et cultures. De fortes pluies ont provoqué des inondations locales et des perturbations dans les transports. Le même jour, Rome a été frappée par une tornade soudaine de catégorie EF1. La tornade a renversé plus d'une 50aine d'arbres. En tombant, ils ont endommagé des voitures, des fenêtres, des terrasses, des feux de signalisation et des lignes électriques. Et les ruptures de câbles ont provoqué des incendies. La zone commerciale a également été touchée. La tornade a soulevé un pavillon dans les airs qui est ensuite retombé sur une voiture garée. Sur le marché, des stands, des auvents et du matériel ont été endommagés. Des arbres et des débris de structures ont bloqué les routes. 2 personnes ont été blessées et la majorité de la population a ressenti une véritable terreur face à cette catastrophe soudaine et destructrice. Le 5 juin, un puissant orage s'est soudainement abattu sur Milan et ses banlieues nord, provoquant des inondations, de graves perturbations des transports et des dégâts aux infrastructures. Dans les zones les plus touchées, jusqu'à 60 mm de précipitations sont tombées en peu de temps et à Cinisello, l'intensité a atteint 51 mm par heure. Un niveau auquel les égouts pluviaux cessent rapidement de faire face aux flux d'eau. La montée rapide du niveau de la rivière Seveso a obligé les autorités à utiliser le bassin de rétention, un ouvrage hydraulique spécial destiné à recevoir l'excès d'eau de pluie. Cela permet de réduire le pic de débit dans le lit de la rivière et de diminuer le risque d'inondation des zones urbaines. Le 5 juin, certaines régions de Lituanie ont été frappées par une violente tempête, accompagnée d'orages et de pluies torrentielles. Pendant les intempéries, près de 4700 éclairs ont été enregistrés à travers le pays. Par endroits, il est tombé en une journée l'équivalent de 2 semaines de précipitations. La ville de Kaunas a été particulièrement touchée par les éléments. Ici, il est tombé environ 37 mm de pluie, ce qui a provoqué l'inondation des rues. Cependant, les plus gros dégâts ont été causés par les tornades, dont 4 ont été recensés dans le pays ce jour-là. La plus puissante a été une tornade de catégorie EF2 qui a traversé Kaunas. Sa trajectoire mesurait environ 3 km de long et jusqu'à 200 mètres de large. En 1 à 2 minutes seulement, le tourbillon a abattu des arbres, arraché des toits de maisons, endommagé des voitures et privé d'électricité environ 8000 personnes. D'importants dégâts ont été constatés au cimetière local. Selon les témoins, la scène y avait vraiment des allures d'apocalypse. Les arbres tombés ont endommagé des tombes et des monuments, et les fleurs artificielles du cimetière ont été retrouvées par des habitants dans leur jardin, à plusieurs centaines de mètres de là. Une autre tornade puissante, de catégorie EF 1,5, a traversé le village d'Antanavas, dans la région de Kazluruda. Les habitants racontaient que le tourbillon était apparu pratiquement de nulle part et avait gagné en puissance en quelques instants. Il arrachait les toits, déracinait les arbres et soulevait divers objets dans les airs, tandis que son grondement rappelait le décollage d'un avion. 2 autres tornades ont été filmées par des témoins dans les régions de Panvenis et de Kupiskis. Bulgarie. Depuis le 2 juin, des conditions météorologiques orageuses, accompagnées de pluies torrentielles et de grêles, ont touché une grande partie de la Bulgarie, provoquant des inondations locales et d'importants dégâts matériels dans plusieurs régions. La situation a été particulièrement difficile dans le village de Tisha, dans la région de Sliven, où, après de fortes pluies, la rivière est sortie de son lit, inondant des maisons, des cours et des infrastructures routières. Par endroits, le niveau de l'eau atteignait environ 1 mètre.
En raison de la détérioration soudaine de la situation, le système d'alerte d'urgence BG Alert a été activé pour la population. Un tronçon de la route nationale Kotel-Oumurtag s'est également retrouvé sous l'eau. La circulation a été interrompue afin d'éviter des accidents. Dans la région de Varna, les intempéries ont également perturbé le trafic. Plusieurs routes régionales ont été inondées et recouvertes d'une couche de boue. Le village de Medovets a été touché par des inondations à 2 reprises en quelques jours. L'eau a causé des dégâts aux habitations et à la production agricole et a également détruit l'un des 5 ponts. Dans la région de la commune de Kazanlak, dans la province de Stara Zagora, une violente tempête a apporté de fortes pluies et de la grêle, parfois de la taille d'une noix. Dans le village d'Enino, elle a recouvert les cours d'une épaisse couche de glace en quelques minutes seulement. Les habitants du village de Borovan, dans la région de Vratsa, ont filmé une tornade rare pour la région. Cependant, aucun dégât n'a été signalé à cause de ce phénomène. Pays-Bas. Le 4 juin, une petite mais dévastatrice tornade s'est abattue sur le village de Glannerbrug, dans la province néerlandaise d'Overijssel. Le tourbillon a été classé IF1S5 selon l'échelle internationale de Fujita. Le phénomène a arraché les toits des maisons et des bâtiments agricoles, brisé des arbres et des clôtures et détruit complètement un entrepôt. Des témoins ont raconté que les débris des toits ont été projetés jusqu'à 80 mètres. En raison des dégâts causés aux toitures contenant de l'amiante, des fibres d'amiante dangereuses se sont retrouvées dans l'air, ce qui représente un risque sérieux pour la santé en cas d'inhalation. C'est pourquoi une entreprise spécialisée a été sollicitée pour nettoyer la zone. L'école primaire locale a également été touchée, et après cela, tous les enfants ont été récupérés par leurs parents dans le bâtiment endommagé. Heureusement, selon les données officielles, personne n'a été tué ni blessé. La tornade a poursuivi sa route vers l'Allemagne et en quelques minutes a atteint la ville de Gronau, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Ici, l'intensité du tourbillon a diminué jusqu'à la catégorie IF1 et les dégâts ont été nettement moindres, seulement des tuiles arrachées et d'autres dommages mineurs au toit. Inde. Le soir du 1er juin, une violente tempête accompagnée de pluies torrentielles s'est abattue sur l'État indien du Rajasthan. Un vent violent, atteignant une vitesse de 100 km/h, a déraciné des arbres, arraché les toits des maisons, endommagé les lignes électriques et les postes de transformation. Des centaines de villages se sont retrouvés sans électricité. En raison des interruptions dans les systèmes d'approvisionnement en eau, de nombreuses localités ont été confrontées à une grave pénurie d'eau potable. D'importants dégâts ont été causés aux infrastructures d'énergie renouvelable. Une éolienne s'est effondrée dans le district de Barmer. Il convient de noter qu'en Inde, la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique du pays augmente rapidement. Dans le cadre du programme gouvernemental d'installation de panneaux solaires sur les toits des habitations, un nombre record de 316 000 systèmes solaires de ce type ont été installés à travers le pays en mai de cette année et l'État du Rajasthan occupe la première place en Inde en termes de capacité solaire installée à travers le pays en mai de cette année. Et l'État du Rajasthan occupe la première place en Inde en termes de capacité solaire installée. C'est ici que se trouvent certains des plus grands parcs solaires. Malheureusement, c'est précisément cette infrastructure qui a été frappée par la violente tempête. Dans le district de Jaisalmer, le vent violent a arraché et dispersé des centaines de panneaux solaires. Un ouvrier a été blessé par des débris projetés. Dans le village de Parewar, sur le site d'une cimenterie, une toiture métallique a été arrachée par le vent et s'est effondrée sur des ouvriers qui dormaient. Environ 18 personnes ont été blessées. Les conséquences du cyclone ont été particulièrement graves dans le district de Barmer, où des dizaines de maisons ont été détruites. Pour se sauver, les gens se sont précipités dehors, paniqués. 2 jeunes enfants ont perdu la vie suite à l'effondrement des murs. Selon les parents de l'une des victimes, la famille dormait lorsque la violente rafale a soudainement frappé. Le mur de la maison s'est effondré en quelques secondes, ne laissant aucune chance de s'échapper. Le 5 juin, les éléments se sont de nouveau abattus sur le Rajasthan. L'État a été frappé par de violents orages, des rafales de vent et des tempêtes de poussière. Dans le district de Bikaner, le toit d'une école publique s'est effondré. Heureusement, personne n'a été blessé. L'établissement scolaire était fermé pour les vacances. Dans le district de Bhilwara, un homme a été mortellement blessé par une tôle de toiture arrachée par le vent. Et à Dalpur, 2 frères, tentant de s'abriter des intempéries, sont morts sous un mur effondré. 2 violentes tempêtes au Rajasthan ont coûté la vie à au moins 6 personnes. Dans l'état montagneux du Sikkim, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a précipité une voiture dans la rivière Tista.
Dans la voiture se trouvait une famille de 4 personnes, dont un enfant. Les sauveteurs ont mené des opérations de recherche pendant plusieurs jours, mais il n'a pas été possible de sauver les personnes. Le 7 juin, une violente tempête accompagnée de rafales de vent a traversé l'aéroport Indira Gandhi à Delhi. En conséquence, 3 avions de la compagnie Air India ont été endommagés. Activité sismique et volcanique. Le matin du 7 juin, une série d'éruptions s'est produite sur le volcan Sakurajima, dans la préfecture de Kagoshima au Japon. De petites émissions ont commencé à être enregistrées vers 5 heures du matin. Plus tard, une éruption plus importante a débuté dans le cratère Minamidake, qui s'est transformé en une activité continue et a duré environ 1 heure. Le panache de cendres s'est élevé jusqu'à 1300 mètres au-dessus du cratère et s'est déplacé vers l'ouest, en direction de la partie urbaine de Kagoshima. Au-dessus de la ville, un vent fort soufflait, avec des rafales dépassant 18 mètres par seconde. En conséquence, des cendres sont retombées sur une vaste zone, principalement dans le centre-ville. Le ciel s'est nettement assombri, et les rues, les toits, les voitures se sont couverts d'une couche grise de cendres. Les précipitations ont aggravé la situation. Les cendres se mélangeaient à l'eau, formant ce qu'on appelle une pluie de cendres, qui se déposait sur les surfaces, les vêtements, les vélos et la chaussée, et tombait même dans les piscines. Pour nettoyer les rues, les autorités municipales de Kagoshima ont mobilisé pour la première fois en 11 mois 46 véhicules de nettoyage spécialisés. Avant cet épisode, le volcan Sakurajima montrait déjà depuis plusieurs semaines des signes d'activité accrue. Après le 11 avril, des éruptions et explosions notables ont de nouveau été observées ici, et depuis la fin du mois de mai, les instruments de l'agence météorologique japonaise enregistraient une déformation de la croûte terrestre, indiquant un gonflement du corps volcanique. De plus, lors d'une inspection sur le terrain le 3 juin, un rejet de dioxyde de soufre d'environ 2900 tonnes par jour a été enregistré, ce qui indique une arrivée active de gaz volcanique provenant du système profond. Le volcan Chiveluch, en Russie, a également montré une activité accrue. Selon le groupe d'intervention sur les éruptions volcaniques du Kamtchatka, le 6 juin, il a projeté une colonne de cendres atteignant jusqu'à 12 km au-dessus du niveau de la mer, et le panache de cendres s'est étendu sur environ 10 km à l'est du volcan. La durée de l'explosion a été d'environ 10 minutes. Le code couleur d'alerte aéronautique a été relevé au rouge, soit le niveau maximal. Aucune chute de cendres n'a été enregistrée dans les localités. Cependant, les habitants ont été rappelés aux mesures de sécurité, car la menace de nouvelles émissions demeure. Dans la nuit du 2 juin, un fort séisme profond, d'une magnitude de 6,1, s'est produit au large de la côte nord-ouest de la région de Calabre. L'épicentre se trouvait dans les eaux de la mer Tyrrhénienne, à environ 20 km du rivage. Le foyer était situé à une profondeur de 259 km. Les spécialistes de l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie ont souligné qu'un séisme d'une telle magnitude à une telle profondeur constitue un événement rare et notable pour la région. Les secousses ont été ressenties sur une vaste zone du sud de l'Italie, principalement en Calabre et le long de la côte tyrrhénienne. Des signalements de secousses sont même parvenus de régions plus éloignées, jusqu'à la région du Latium. Dans les maisons, les lustres oscillaient, les meubles bougeaient, des objets se déplaçaient, mais aucun dégât sérieux ni blessé n'a été signalé. La grande profondeur a joué un rôle important. Les composantes à haute fréquence des ondes, qui provoquent généralement les secousses les plus brusques et destructrices, se sont en grande partie atténuées avant d'atteindre la surface. Le 7 juin, une série de séismes a eu lieu dans le nord de l'île grecque de Bé. En 6 minutes, 3 secousses ont été enregistrées, la plus forte ayant une magnitude de 5,2. L'épicentre se trouvait dans la région du village de Procopie. La secousse a été ressentie non seulement à Eubée, mais aussi en Attique, y compris à Athènes. Après la secousse principale, une séquence active de répliques a commencé. Rien que pendant la nuit, environ 70 événements sismiques d'une magnitude allant jusqu'à 4,3 ont été enregistrés. Les conséquences sont restées locales. Les dégâts les plus notables ont été constatés dans les villages de Procopie et d'Afnusa. Ce sont principalement les vieilles maisons d'habitation qui ont été touchées. Des fissures sont apparues dans les bâtiments, et par endroits, des murs ainsi que certains éléments structurels ont été endommagés. Dans la petite ville de Mandoudi, les séismes ont provoqué de petits glissements de terrain et des chutes de pierres sur les routes. Le matin du 8 juin,
un tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 7,8 s'est produit au large de l'île philippine de Mindanao. Les secousses souterraines ont été ressenties sur une vaste zone. Dans la ville de General Santos, un important centre portuaire d'environ 720 000 habitants, l'intensité des secousses a atteint 7 degrés sur l'échelle du service sismologique philippin. La plus forte intensité instrumentale, de 8 degrés, a été enregistrée dans la municipalité de Malapatan, dans la province de Sarangani. Quelques minutes plus tard seulement, les premières vagues du tsunami sont arrivées. La hauteur maximale, près d'1,50 m, a été enregistrée dans la province de Sarangani. Des vagues d'environ 1 mètre ont également été observées sur d'autres parties du littoral du sud de Mindanao. Dans l'un des villages, des maisons sur pilotis ont été endommagées. Le tsunami a également été enregistré en dehors des Philippines. Au large de l'île indonésienne de Sulawesi, la hauteur de la vague a atteint 83 cm, tandis qu'à Palau et au Japon, elle a atteint jusqu'à 30 cm. Les destructions les plus graves ont touché General Santos et les régions voisines. Dans la ville, des bâtiments abritant un restaurant et une station de radio se sont effondrés. Un grand centre commercial ainsi que l'université Notre-Dame de Dadiangas ont également été endommagés. Des fissures dangereuses sont apparues dans la structure de l'un des ponts importants de la ville. Les tours de communication ont été touchées, ce qui a gravement perturbé les communications dans certains quartiers. Les infrastructures de transport ont également subi d'importants dégâts. De nombreuses fissures sont apparues sur les routes et l'aéroport international de General Santos a été temporairement fermé pour des contrôles de sécurité. Au moins 63 vols intérieurs ont été annulés. Seules les missions humanitaires ont fait exception. Les systèmes d'alimentation en énergie ont également été gravement touchés. Selon le département de l'énergie, environ 864 000 foyers se sont retrouvés sans électricité, notamment dans les provinces de Cotabato du Sud, Sultan Kudarat et Davao. En raison des coupures de courant et des problèmes de communication, il a été difficile d'obtenir des informations provenant des zones isolées. Dans la province de Sarangani, un important glissement de terrain s'est produit après les séismes. Il a enseveli des maisons au pied de la montagne dans la municipalité de Glan. Selon les autorités, au moins 14 personnes y ont perdu la vie. L'événement sismique a coïncidé avec le premier jour de l'année scolaire et a perturbé les cours de plus de 4 millions d'élèves. Plus de 8500 écoles ont été touchées dans 6 régions des Philippines. Au moins 62 d'entre elles ont été complètement détruites. Presque immédiatement après la secousse principale, une série de puissantes répliques a commencé dans la région. En moins de 3 heures, 138 secousses d'une magnitude allant jusqu'à 6,7 se sont produites. Et l'activité sismique dans la région ne faiblissait pas, ce qui compliquait fortement les opérations de sauvetage. Selon les données du 9 juin, 41 personnes ont trouvé la mort, au moins 450 ont été blessées et des dizaines étaient portées disparues. Les séismes ont laissé des dizaines de milliers de familles sans abri. Les tremblements de terre aux Philippines sont un exemple frappant du fait que les conséquences d'une catastrophe ne s'arrêtent pas au moment où la terre cesse de trembler. Si une personne a survécu, c'est le plus important. Mais ensuite, d'autres questions se posent. Où vivre si la maison n'existe plus? Comment nourrir sa famille? Où les enfants vont-ils étudier si l'école est détruite? Comment organiser la vie quotidienne si toute l'infrastructure autour est endommagée? Quand on parle des conséquences d'une catastrophe, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une liste de destruction. Ce sont de nombreuses vies humaines qui, en un instant, se retrouvent arrachées à leur quotidien. C'est pourquoi l'augmentation des catastrophes n'est pas simplement une hausse du nombre d'événements dans les bulletins d'information, c'est la multiplication de ces tragédies personnelles. Chaque nouveau tremblement de terre, inondation, tornade ou éruption laisse des gens démunis qui doivent tout reconstruire à partir de zéro. Et même si l'événement n'a pas été une méga catastrophe faisant des dizaines de milliers de morts, ses conséquences peuvent se faire sentir pendant des mois, voire des années. Et aujourd'hui, le prochain coup de la nature survient déjà plus vite que la société n'a le temps de se remettre du précédent. C'est pourquoi on ne peut plus considérer ce qui se passe comme une simple succession de catastrophes naturelles isolées. Nous observons une dynamique croissante d'anomalies naturelles qui exige non seulement de constater les dégâts, mais aussi d'analyser en profondeur les causes, les interconnexions et les scénarios possibles de réaction et d'adaptation. La sensibilisation de la société et l'attention de la communauté internationale peuvent créer les conditions d'un débat scientifique indépendant et d'une mobilisation des efforts à l'échelle mondiale.
et la consolidation des scientifiques de différents pays, climatologues, géophysiciens, océanologues, volcanologues et spécialistes d'autres domaines, devient non seulement souhaitable, mais indispensable.